Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va carrément plonger sous le capot du marché du travail. L'idée, c'est de faire un diagnostic super précis de ce qui coince parfois et surtout d'explorer les traitements, les fameuses politiques publiques pour remettre la machine en route. Parce qu'au fond, le chômage, c'est pas juste un chiffre balancé aux infos du soir. C'est un engrenage fascinant d'interactions sociales, de règles complexes et de choix économiques. Alors on y va ? Notre feuille de route est simple. On va d'abord s'entendre sur les mots. Comment on mesure tout ça ? Ensuite, on creusera les racines du chômage dit structurel. Puis on se penchera sur ce fameux paradoxe des règles protectrices. Et enfin, on passera en revue les solutions à notre disposition, les politiques de l'emploi. Allez, première étape, la mesure du chômage et de l'emploi. Posons les bases. Souvent, on se dit que le chômage, c'est juste le fait de ne pas avoir de boulot. Eh bien, en fait, pas tout à fait. Selon les critères ultra stricts du Bureau international du travail, il faut cocher 3 cases en même temps. Écoutez bien, il faut avoir 15 ans ou plus et n'avoir pas travaillé ne serait-ce qu'une seule petite heure dans la semaine. Ensuite, être disponible pour bosser dans les 2 semaines qui suivent. Et enfin, avoir cherché activement un poste pendant les 4 dernières semaines. C'est du concret, c'est une démarche qui demande un véritable effort actif. Mais la réalité du terrain est parfois un peu floue. Il y a cette fameuse zone grise qu'on appelle le sous-emploi. Là, on parle de personnes qui ont techniquement un contrat, donc elles ne sont pas comptées comme chômeurs, mais qui subissent littéralement leur temps de travail. Pensez à quelqu'un à temps partiel qui crève d'envie de faire plus d'heures, ou un salarié forcé de bosser moins que d'habitude à cause, disons, de grosses intempéries. C'est une nuance absolument cruciale pour vraiment prendre le pouls de notre économie. Du coup, quand on calcule les taux, le piège, c'est le dénominateur. Pour le taux de chômage, on regarde uniquement la population active, c'est-à-dire ceux qui bossent ou qui veulent bosser. Rien d'autre. Par contre, le taux d'emploi, lui, il prend un peu de recul. Il compare le nombre de personnes en emploi à l'ensemble de la population totale. Bref, 2 calculs, 2 histoires bien différentes, mais toutes les 2 indispensables pour comprendre où on en est. Ce qui nous amène naturellement à notre deuxième partie, les racines du chômage structurel. Pourquoi ça coince sur le long terme ? Imaginez un instant le marché du travail comme un gigantesque puzzle où les pièces refusent tout simplement de s'emboîter. C'est exactement ce que les économistes appellent les problèmes d'appariement, qui sont causés par ce qu'on nomme des frictions. En gros, il y a l'inadéquation spatiale, les jobs sont à un endroit, mais les candidats vivent à l'autre bout du pays. Et puis, il y a l'inadéquation de qualification. Une entreprise cherche des compétences très pointues et les candidats disponibles ne les ont tout simplement pas. Résultat, l'offre et la demande se ratent complètement. Alors, voici une question un peu contre-intuitive. Sachant qu'un patron ne peut jamais être à 100% sûr de la productivité réelle d'un candidat avant de l'embaucher, pourquoi est-ce qu'il déciderait, de son plein gré, de le payer plus cher que ce que le marché réclame ? C'est un peu fou, non ? Eh bien, ce déficit d'information, cette faille, c'est ce qu'on appelle l'asymétrie d'information. La parade des employeurs, c'est le fameux salaire d'efficience. En gonflant le chèque à la fin du mois, l'entreprise attire les meilleurs profils. Ça limite les erreurs de recrutement, ce qu'on nomme la sélection adverse, et surtout, ça booste la motivation. Un employé très bien payé n'a vraiment pas envie de perdre sa place, donc il se donne à fond. Mais le revers de la médaille, c'est que le coût global du travail grimpe. L'entreprise va donc embaucher moins de monde. Et sans le vouloir, cette stratégie alimente le chômage structurel. Passons maintenant à la troisième partie, le paradoxe des règles protectrices. Vous allez voir, c'est une vraie arme à double tranchant. Prenons l'exemple du salaire minimum. Attention, c'est un outil absolument vital, il protège les travailleurs contre la précarité extrême et les salaires abusifs. C'est indéniable. Mais d'un point de vue purement économique, si ce plancher est fixé beaucoup trop haut par rapport à l'équilibre naturel du marché, ça devient compliqué. Le coût des travailleurs les moins qualifiés explose pour l'employeur. Et que fait l'entreprise pour rester rentable ? Elle peut être tentée de remplacer ses emplois par des machines. C'est dur à entendre, mais ça peut parfois exclure du marché les personnes même qu'on essaye de protéger. On retrouve exactement la même mécanique avec les règles de protection de l'emploi. Encadrer les licenciements, c'est formidable pour sécuriser ceux qui ont déjà un poste. Mais si ces règles deviennent un véritable parcours du combattant, trop lourd ou trop cher, les entreprises prennent peur. Elles deviennent frileuses et gèlent les embauches. Au final, on se retrouve avec un marché à 2 vitesses. Et devinez qui paie l'addition ? Souvent les entrants, comme les jeunes et les femmes qui subissent de plein fouet cette frilosité à recruter. Quatrième et dernière partie, les politiques de l'emploi. Comment l'État tente de soigner tout ça. Avant d'aborder les traitements de fond, il faut qu'on s'arrête une seconde sur le chômage conjoncturel. Lui, contrairement au chômage structurel, c'est le résultat d'un crash violent de l'économie. Imaginez un peu ce chiffre, 25%. C'est juste colossal. C'est le taux de chômage aux États-Unis en 1932, en pleine Grande Dépression, alors qu'il n'était qu'à 10% 2 ans plus tôt. Quand la demande globale s'effondre du jour au lendemain, l'emploi plonge inévitablement avec elle. Alors, face à des défis aussi variés, l'État a sa propre boîte à outils, composée de 4 grands leviers politiques. Et chacun de ces leviers a une cible millimétrée. Relancer la demande globale,
réduire le coût du travail, améliorer les qualifications ou casser les rigidités du marché. Le premier remède, c'est la politique macroéconomique. Le grand classique en temps de crise conjoncturelle. Les autorités interviennent massivement, soit en lançant d'immenses chantiers publics pour investir, soit en baissant les impôts. L'objectif, remettre de l'argent dans les poches des gens. Si la consommation et l'investissement repartent à la hausse, la demande globale explose, les entreprises doivent produire plus et donc, bingo, elles se remettent à embaucher. Deuxième levier, pour s'attaquer au chômage structurel à cette fois, les politiques d'allègement du coût du travail. La logique est limpide. Si on baisse les charges, embaucher un être humain redevient beaucoup plus intéressant que d'investir dans une machine. C'est le début d'un cercle hyper vertueux. L'entreprise réduit ses coûts de production, elle peut donc baisser ses prix, ce qui stimule immédiatement la demande. Les marges retrouvées lui permettent ensuite d'investir et, au bout du compte, de recruter encore plus. La troisième approche nous ramène directement à notre métaphore du puzzle qui refusait de s'emboîter, les politiques de formation. C'est l'arme fatale pour ajuster les compétences. Ça se déploie à 3 niveaux. Une meilleure formation initiale à l'école pour préparer les jeunes, de la formation continue pour les salariés, histoire qu'ils restent à la page dans un monde qui change vite, et bien sûr, des formations ultra ciblées pour les chômeurs, afin de les rendre directement opérationnels dans les secteurs qui recrutent. Et enfin, les politiques de flexibilisation. L'idée là, c'est de rendre le marché du travail super agile en retirant certaines de ces fameuses rigidités. Ça veut dire prendre des mesures parfois délicates, comme laisser les salaires réels s'ajuster, assouplir les règles d'embauche et de licenciement, ou encore faciliter la modulation du temps de travail. Par exemple, si une boîte traverse une crise temporaire, elle réduit les horaires de ses équipes plutôt que de procéder à des licenciements secs. C'est un sacré numéro d'équilibriste, vous en conviendrez. Et c'est bien là-dessus qu'on va clore notre analyse. Lutter contre le chômage, ça n'est jamais noir ou blanc. Les pouvoirs publics doivent constamment faire des choix complexes en pesant d'un côté le besoin fondamental de protéger humainement les gens et de l'autre la froide nécessité de faire tourner la mécanique du marché efficacement. La question reste donc entière pour nous tous. Jusqu'où notre société est-elle prête à flexibiliser son économie pour espérer atteindre ce fameux plein emploi ? Merci infiniment d'avoir suivi ce décryptage avec nous.